Bonjour Margot. Bonjour. Alors d'habitude j'enregistre ces podcasts le matin et là pour une fois je l'enregistre en début d'après-midi. Mais peut-être que tu peux malgré tout me partager ta routine du matin. J'aime bien démarrer mes épisodes par un petit learning un petit peu concret dont les gens peuvent éventuellement s'inspirer si ça les chante. Hmm, j'ai pas une routine du matin fantastique, mais ma journée commence toujours d'une manière que j'aime, c'est-à-dire que mon partenaire part au travail beaucoup plus tôt que moi. Alors, en général, lui, il part vers 6 heures, alors que moi, je me réveille tranquillou vers 8 heures. Mais avant de partir, tous les jours, il me fait un baiser d'au moins 6 secondes. On se fait un long baiser, même si je suis endormie. À chaque fois, je me réveille un petit peu. Et je me rendors, j'ai appris, alors que avant d'être en couple avec lui, mais alors si j'étais réveillée, j'étais réveillée. Mais maintenant, avec ce petit baiser du matin, je me rendors instantanément, mais je suis toute pleine d'amour. Donc je vais te partager ce rituel-là que j'aime beaucoup, parce qu'après ma routine du matin, elle n'est pas fantastique. Je fais pas grand-chose de particulier, mais ça, j'aime ce rituel qu'on a ensemble, de s'embrasser et que lui fasse le pas de m'embrasser tous les matins avant de partir. Ouais, c'est super parce que ça donne un petit peu le ton du Mm. podcast qu'on va enregistrer ensemble. J'ai découvert ton travail grâce au sommet pour la santé des entrepreneurs qu'organisait Mhm. Alexandre Dana, auquel j'étais intervenant. Et tu animais une conférence sur l'entretien du désir sexuel chez les entrepreneurs, dont l'énergie est souvent dédiée à leur entreprise. Monter une boîte, c'est toujours extrêmement demanding en termes de ressources physiologiques, mentales, et ça peut prendre facilement toute la place. Euh, Tu vois, moi, donc je suis moi-même entrepreneur, mais on peut extrapoler le débat à la société de façon générale. Je fais le constat que lorsqu'on est jeune, on est plein de fougue et d'énergie, on a beaucoup de temps, de désirs, et on a peu de responsabilités et d'obligations. Donc notre sexualité, notre libido est débordante. Puis après, on grandit, potentiellement les enfants arrivent, ça diminue le temps de dispo. Potentiellement la testostérone et la libido. J'ai vu qu'il y avait une baisse de la testostérone chez les hommes pendant 1, 2, 3 ans après la naissance des enfants, Mhm. peut-être pour les pousser à rester dans le foyer conjugal et s'occuper de leur progéniture au début. De la libido du couple, il y a cette énergie qui est de plus en plus dépensée dans le travail parce qu'il y a plus de responsabilités dans la vie de famille. Donc, tu vois, naturellement, j'ai l'impression que le désir diminue et les rapports sexuels s'espacent. Et on se dit que c'est normal parce que tout le monde fonctionne un petit peu comme ça. Là, ce que je décris, j'ai l'impression que c'est le c'est peut-être la route prédestinée de la plupart Mhm. des couples. Et donc, et le fait de se dire que c'est normal, bah, on le banalise. Et je me demande, est-ce que c'est forcément une fatalité? Est-ce qu'on pourrait pas avoir plus d'ambition pour notre vie sexuelle? Et si c'est le cas, ben, comment faire? Donc, ça va être un peu le sujet de ce podcast, mais peut-être que déjà, tu donnes un premier learning qui est, tu vois, un truc aussi simple que se baiser de 6 secondes le matin pour démarrer la journée et en donner le ton. Tu vois, c'est quelque chose qu'on oublie en fait parce que ça devient le quotidien, ça devient banal. Il y a plus cet effet de nouveauté et peut-être que justement il faut quelque part avoir des habitudes qui soient ancrées puisque c'est plus quelque chose de naturel. Il faut peut-être s'obliger entre guillemets à garder ces petites choses là qui créent du lien. Alors, t'as dit plein de choses et j'ai envie de rebondir sur toutes les choses que t'as dit, mais ça tombe bien, on a du temps devant nous. Alors, la première chose, c'est non, c'est pas inéluctable de perdre le désir avec le temps. En fait, pour moi, ça pose la grande question de pourquoi est-ce qu'on fait l'amour? Euh, et peut-être que la réponse à cette question n'est pas la même quand on a 20 ans que quand on en a 45 ou 60 ou 30. Enfin, aux différentes phases de la vie, on peut avoir différentes raisons. Mais ça pose aussi, moi, ce que j'entends le plus souvent, c'est j'ai pas l'énergie pour faire l'amour. En fait, ça nous dit que faire l'amour, ça nous demande de l'énergie. C'est fatigant, c'est un truc qu'il faut faire et on n'est pas sûr si ça va nous ressourcer. Et en fait, selon la manière dont on fait l'amour, parfois ça nous ressource pas, parfois on le fait à partir d'un sentiment d'obligation. Enfin, il y a plein de choses qui viennent se passer qu'on va décortiquer petit à petit dans ce podcast. Euh, tu fais des coupages, on n'a pas décidé, dit à l'avance si tu coupes Non, ou pas. normalement c'est no cut. Ok, c'est no cut, c'est super. c'est une conversation. C'est une conversation, bon bah désolé. Bon, ce n'était pas dit à l'avance. Et justement, c'est intéressant à ce qui vient de se passer. On ne s'était pas dit à l'avance. Une des choses que je me rends compte dans la sexualité, c'est on a l'impression que on sait exactement ce qui va se passer. Genre, mais c'est évident. Et du coup, on se dit pas les choses.
On précise pas. Par exemple, si je te pose la question, David, est-ce que tu veux partir en voyage avec moi? Tu peux pas répondre là comme ça. Tu vas avoir besoin de savoir quoi. Bah déjà, qu'on se connaisse un petit peu mieux, C'est peut-être que j'aurais ça, plus déjà facile à qu'on se connaisse répondre un petit dans peu mieux. dans Déjà 2 ça, heures, mais j'aurais peut-être plus qu'on se facile à connaisse un répondre. petit peu mieux, mais aussi si jamais tu voulais partir en voyage, si je proposais un voyage, un truc qui t'inspire, tu voudrais savoir où, pendant combien de temps, pourquoi moi, pourquoi je te propose ça. Enfin, il y a plein de questions en fait. Bien sûr. Alors que si ta femme te propose de faire l'amour, tu te dis bah ok, il y a aucune autre question qu'on a besoin de poser, on sait ce qui va se passer. Genre, on a l'impression qu'il y a un truc un peu prédéterminé et qu'il y a certaines règles implicites de, bon, on sait ce que ça veut dire. Tu vois, pour toi, quand tu proposes une conversation podcast, tu te dis, podcast, conversation, oh, je sais plus parler, excuse-moi. Quand tu proposes une conversation, tu te dis, ah, moi, ça veut dire qu'il n'y a pas de cut. Mais comme on l'a pas prédéfini à l'avance, bah, moi, d'un coup, j'ai eu un bug dans ma tête en me disant, mince, qu'est-ce qu'on fait? Ça a posé plein de questions. Et en fait, dans la sexualité, il se passe tout le temps ça. Surtout dans la sexualité hétérosexuelle, où il y a un script hyper prédéfini, avec on s'embrasse, préliminaire, pénétration, orgasme et fin, et le truc où il faut que ça soit tout le temps ça. Et du coup, on se parle pas assez de ce dont on aurait besoin, ce qu'on a envie. Et pour moi, ça va beaucoup avec la première question que tu m'as posée, est-ce que le désir diminue forcément avec le temps? Bah en fait, si on se parle pas de ce dont on a envie, aujourd'hui, maintenant, là, à l'instant, à 23 heures, alors qu'on est fatigué, qu'il y a ci, qu'il y a ça, et qu'on n'a pas forcément envie de tout le script, des trucs un peu auxquels on s'attend, qu'on pense qu'on doit faire. Enfin, tu vois, le brouillard mental que ça fait à l'intérieur. Du coup, c'est beaucoup plus facile de dire non, j'ai plus de désir, j'ai pas envie, j'ai pas l'énergie, que si on avait précisé quelque chose de très précis finalement. Alors là, on n'a pas à se poser de questions. On n'a pas à risquer de paraître bête en posant une question, de dire ah bah mince, en fait non, on coupe pas, ou alors de dire ah bah non, en fait je m'attendais à ci, mais moi j'avais envie de ça. Comme on n'a pas envie de paraître bête, comme on n'a pas envie de gêner l'autre, comme on n'a pas envie de déranger, on se met à pas poser les questions, on se met à pas parler, et du coup, plutôt que de se retrouver à faire des choses qui nous apportent pas beaucoup, bah on se met à éviter la sexualité. T'as vu comme j'ai vachement bien rattrapé le truc? Non, mais c'est génial et ça me parle beaucoup ce que tu dis. Tu sais, j'ai souvent été un petit peu obsédé par cette question de l'équilibre vie pro, vie perso. Parce que, je suis un obsessionnel, un passionné par mon travail et j'aime les choses qui sont très intenses. J'ai besoin de beaucoup de projets, beaucoup d'intensité dans mes journées et d'un autre côté, ça peut m'épuiser d'une certaine façon et je ressens parfois le besoin d'avoir plus de temps pour ceux qui m'en demandent, pour ma femme, pour ma famille, pour mes lectures, pour mes passions. Et, euh, et jusqu'à comprendre que chercher une équilibre vie pro, vie perso, c'était opposer deux concepts qui en réalité sont censés se catalyser l'un à l'autre et qui sont entremêlés. Tu vois, lorsque je suis en train de passer du temps à marcher dehors, à me promener, à faire du sport ou à parler avec ma fille, ben en fait, ça me nourrit aussi pour ce que je vais te dire là maintenant. Donc pour le fait de faire ces podcasts, pour écrire une newsletter, pour grandir, pour avoir une nouvelle idée de produit, etc. Donc je pense que toutes les parties de la vie devraient comme ça faire partie d'un grand puzzle et devraient s'additionner plutôt que se soustraire. Et donc tu parlais du concept de l'énergie et du fait de pas avoir envie de faire l'amour parce qu'on a l'impression que ça va nous coûter de l'énergie. Donc on le voit vraiment comme une soustraction alors que tu as utilisé le terme de ressourcement, du fait que ça peut te ressourcer. Donc l'idée, c'est de comprendre comment est-ce que ça peut te ressourcer. Et là, tu mets en exergue la notion de définition. Tu m'as parlé de partir en voyage. Eh bien, tu vas peut-être être surprise d'apprendre que j'aime pas trop les vacances. Non pas que j'aime pas voyager ou découvrir de nouvelles choses, mais je pense que je cherche plutôt mon équilibre au sein de la journée, au sein de la semaine, que de travailler comme un fou pendant 5 jours et puis après d'avoir 2 jours off et puis 5 semaines de vacances par an. En réalité, quand je suis en vacances, j'ai envie de bosser. Et par contre, pendant ma semaine, ben, peut-être que j'ai envie de finir plus tôt pour pouvoir aller faire un trail ou démarrer plus tard pour pouvoir conduire ma fille à l'école. Donc, on a trouvé un équilibre avec ma femme qui est de dire, eh bien, quand tu pars en voyage et que tu as payé tes vacances, tu te sens obligé de les rentabiliser et de faire que ça. Et donc, on a décidé de faire un home exchange.
de telle sorte à partir un mois au lieu de partir une semaine. Mais pendant ce mois-là, de 6 heures à midi, je bosse. Et ensuite, de midi à 22 heures, eh bien, on visite des activités de famille enrichissantes, etc. Et ce, tous les jours de la semaine. Donc, en fait, en volume hebdo, j'ai presque autant de travail que ce que je fais au quotidien. Et pour autant, eh ben, j'ai aussi l'occasion et l'opportunité de découvrir plein de choses, de faire des activités, etc. Donc, je nourris ce besoin-là chez moi et puis ce besoin-là chez ma femme, chez mes filles, que j'ai envie de voir, avec qui j'ai envie de passer du temps de qualité. Et je prends cet exemple pour montrer que, tu vois, pendant longtemps, j'essayais de me conformer à ce que je pensais devoir faire parce que la société nous montre une espèce de voie du milieu, même au niveau de ma personnalité. Tu vois, je suis quelqu'un, comme je te disais, qui a besoin de beaucoup de projets, de beaucoup de stimulation pour me sentir bien. Et j'ai souvent pensé que je devais me réguler. Et alors que non, en réalité, maintenant que j'accepte qui je suis, je me sens tellement plus heureux et je m'aperçois que le fait d'avoir des journées stimulantes me donne de l'énergie plutôt que me la draine. Donc, ça remet vraiment en perspective ce concept de définition. Et tu partageais ce schéma classique de s'embrasser, faire des préliminaires, pénétration, et puis après le petit câlin de fin. Et donc, j'imagine qu'il y a d'autres alternatives. Alors, il y a plein d'autres alternatives. Moi, j'aime bien dire que sexe, c'est un mot aussi précis que sport, qui regroupe la boxe, le yoga, la marche en forêt. Enfin, en fait, on va dire j'aime ou j'aime pas le sport. Moi, j'aime le yoga, mais alors, on me demande pas de courir. Ça, c'est pas possible. Et en fait, dans sexe, on a l'impression qu'il y a une manière de faire. Mais non, il y a beaucoup plus de variabilité. On va en parler dans un instant, mais j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, sur ce mode de vie que tu as choisi, que je trouve qui est fantastique, et ça rejoint beaucoup ce que j'enseigne dans la sexualité. En fait, souvent, on se dit aussi qu'il faut avoir beaucoup de temps devant soi pour faire l'amour. Et souvent, ce que j'entends, c'est les couples qui se disent, bah, ok, on va prendre un week-end en couple, ou on part en amoureux, ou alors on se fait un date un soir. Mais en fait, non seulement ça met beaucoup de pression sur juste ce soir-là, et du coup, il faut faire l'amour, ou il faut faire quelque chose. Et s'il y a une chose qui est sûre, à partir du moment où dans notre tête on se dit il faut, le désir, il est parti. C'est fini, il n'y en a plus. Soit on a un sentiment d'obligation, soit on a du désir. On ne peut pas avoir les deux. Donc, ça nous met cette pression. Et puis surtout, moi, donc, je suis sexothérapeute, je reçois des célibataires, mais beaucoup de couples. Et dans les couples que je reçois, une des choses que j'entends, c'est, on se touche plus beaucoup au quotidien. On n'a pas beaucoup de gestes d'affection, on n'a pas beaucoup de gestes de tendresse, on n'a pas ces petits moments. Notamment, on les a pas, et j'entends beaucoup ça de la part des femmes qui me disent, mais je me mets à éviter les petits gestes, je me mets à éviter de l'embrasser trop profondément, passionnément, ou à toucher ici ou là pour pas lui donner l'idée que, parce qu'on n'a pas le temps, parce que je suis débordée, parce que si, parce que ça. Et du coup, petit à petit, tous ces petits gestes se perdent. Et moi, j'aime dire que on n'a pas besoin d'avoir 3 heures devant soi, ni même 1 heure devant soi pour faire l'amour. Je dis pas qu'il faut faire des quickies, c'est pas ça. Mais trouver des moments d'intimité au quotidien. Pas essayer de faire cette séparation de ah ok là on se bloque un temps que et le reste du temps non. De trouver cette fluidité en fait où la sensualité, l'intimité, la sexualité, la complicité de l'intimité du couple sont au cœur de notre quotidien. Et on peut trouver des petites bouchées qui viennent nourrir ça. Mais pour ça, j'avais envie qu'on continue un peu sur la notion de le sexe qui nous énergise ou qui nous fatigue. Je pense que dans cette conférence où tu m'as vu, j'avais parlé du retour sur investissement et des dépenses. Tu veux que je parle un peu de ça? Ça t'avait plu? Vas-y. Moi, j'aime bien dire que on a tous un petit comptable orgasmique intérieur. Tu sais, cette petite voix dans ta tête qui dit il est déjà tard, il y a déjà un projet, ah oui, mais ça me ferait du bien, ah là là, mais demain j'ai ça, et puis après les enfants, et puis en fait, qui se met à calculer le temps, l'énergie, et puis peut-être que, et ça c'est seulement dans les conditions où tout se passe bien dans la sexualité. Mais si jamais dans la sexualité, on a des petits bugs, des difficultés, un sentiment d'obligation, en plus de toute la charge mentale du quotidien, se rajoute ça fait tant de jours qu'on l'a pas fait, du coup il va peut-être avoir envie, il va être frustré, ou alors et si jamais j'ai pas d'érection, ou si jamais j'ai mal, enfin bref, il y a toutes ces questions.
qui viennent se mettre dans la tête. Et alors là, notre petit comptable intérieur, il tourne en boucle et il est épuisé. Et du coup, on en arrive à la conclusion que on n'a pas le temps, pas l'énergie, que ça vaut pas le coup en fait. Et mieux vaut, en fait, juste le fait de penser à tout ça, ça nous épuise. Et du coup, en plus d'être un entrepreneur hyper occupé, d'avoir 10 000 projets auxquels il faut penser tout le temps, eh ben, il y a aussi ça qui tourne dans la tête. Et en fait, c'est trop fatigant et c'est épuisant et ça fonctionne pas. Et du coup, ça pose la question de, en fait, donc on a notre comptable orgasmique, ça veut dire qu'on a aussi un compte orgasmique. Ça veut dire que comme un compte en banque, parfois le compte, il est très 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 bas. Il y a quasiment rien dedans. Et parfois, c'est confortable, il y a une bonne réserve. Prenons le cas où c'est confortable et il y a une bonne réserve. Bah, parfois, ça demande quand même un petit investissement de choisir un moment, de se dédier à ça, de se lancer dans un moment d'intimité. Mais si tout se passe bien dans notre sexualité, on sait que ça va avoir un bon retour sur investissement. On sait qu'on va s'y sentir bien, que ça va nous faire nous sentir plus proches de nous, plus proches de notre partenaire, plus léger, connecté à nous. Tout à l'heure, je parlais de la question du pourquoi on fait l'amour. Si on le fait pour soi, parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous rapproche de l'autre, parce que ça nous nourrit, parce que ça fait circuler l'énergie sexuelle en nous, parce que ça nous connecte à l'univers, parce que ça nous connecte au sens de la vie, parce que tout ça, alors on a plus de chances d'avoir un bon retour sur investissement, ça vaut la peine. Mais maintenant, même si on a les ressources, parce qu'on pourrait dire que oui, ok, on a 15 000 choses à faire dans notre quotidien, mais tu viens de le décrire très justement, c'est possible d'avoir un quotidien qui est très riche, et pour autant que les ressources sont peu d'accord. Complètement. Donc parfois, c'est pas que une question de j'ai pas les ressources, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Parfois, on a les ressources, mais notre comptable intérieur, il dit ah là là, mais si jamais je me lance dans un moment de sexualité, en fait, je risque de me sentir un peu obligée, puis je le fais peut-être plus pour l'autre, parce que il ou elle est frustré, je veux pas le décevoir ou la décevoir, et puis ci, et puis ça. Si jamais... C'est un peu fort, mais tu l'entends quand même. Bah, c'est pas grave, t'inquiète pas. C'est pas grave, t'es sûr, on continue? Ouais. Ok, bon bah désolé ceux qui nous écoutent, j'ai un peu de travaux au-dessus de chez moi, mais concentrez-vous sur le doux son de ma voix, tout va bien se passer. Donc si on a 15 000 questions qu'on se pose dans notre tête, on n'a pas envie de dire oui en fait. Et donc là, c'est clairement pas un problème de mode de vie. J'ai beaucoup de clients qui me disent oui, qui arrivent au début en cabinet en me disant oh là là, on est occupé, on a des vies pas possibles, tout est trop stressant. Et puis en fait, on creuse un peu et ils arrivent à dire oui, mais en fait, on se le choisit pas ce temps. On se le prend pas. Et pourquoi on se le prend pas? C'est pas parce qu'on est trop occupé, c'est parce que ça nous arrange d'une certaine manière. Parce que les questions que notre comptable orgasmique se pose, ce sont des vraies questions, elles ont besoin de vraies réponses, et ça ne convient juste pas, en fait. Donc, en fait, il y a tellement de dimensions. Il y a comment on organise notre vie, notre énergie, pourquoi on fait l'amour, et comment se passe la sexualité, une fois qu'on y est. Je dis toujours que dans notre société, on est obnubilé par le désir. Vraiment, on est une société on est concentré que sur le désir. Mais en fait, le désir, c'est la conséquence du plaisir et de la joie. On ne peut pas désirer une sexualité dans laquelle on ne vit pas de plaisir et de joie. L'exemple que moi j'aime beaucoup utiliser, c'est assez récent que moi j'aime le café. T'aimes le café, toi? Oui. Ok. Donc, tu te lèves le matin et tu dis « Ah, je vais me faire un petit café ». Non, je le prends peut-être 2 heures après m'être levé. J'ai pas mal de choses que je fais avant. Je le prends un peu plus tard. Et puis en plus, tu vois, j'ai tout un petit rituel avec mon café. J'ai un dripper, donc je le moue moi-même. Je fais couler l'eau, etc. Tu vois, il y a vraiment tout un petit rituel. Mais j'imagine que tu penses un peu avant. Tu sais, tu le fais pas tout de suite pour pas perturber tes taux de cortisol, tout ça. Ok, super. Exactement. Mais je sais que je vais avoir mon petit shoot de dopamine et avant même de le boire, quand je suis en train de le préparer. Exactement. Et donc, tu vois, je le prépare avant d'aller promener ma fille, déposer ma fille à l'école. Et quand je suis sur le chemin du retour, je sais que quand je vais arriver, je vais pouvoir prendre ma petite tasse de café. Donc, tu sais que ça va venir, tu l'anticipes positivement, tu as du désir pour ton café. Complètement. Super. Moi, ça fait à peu près 2 ans que j'aime bien le café. Avant ça, je trouvais que c'était amer, ignoble et dégueulasse, globalement.
Tu te doutes bien, David, que quand je me réveillais le matin, dans cette période où toute ma vie je n'aimais pas le café, je me disais pas, ah, je vais me faire mon petit café. Bien sûr. Maintenant, oui. Maintenant, je me réveille, je me dis, ah, je vais me faire mon petit café. Mais je n'ai ce désir de café que parce que j'aime le café. Parce que je prends plaisir à le faire, parce que maintenant j'aime l'odeur. Quelque chose a changé pour moi, c'est une autre histoire. Mais maintenant, j'aime le café. Et c'est la même chose dans la sexualité, en fait. Tout le monde est là, il faut raviver le désir, il faut raviver la libido. On arrête de se concentrer sur le désir. Franchement, pour moi, c'est la pire connerie de l'univers d'essayer de se concentrer sur raviver le désir. Non, on a besoin de raviver le plaisir et la joie de faire l'amour. Et c'est pas la même chose. Le plaisir, c'est le plaisir des sens, la satisfaction. La joie, c'est l'émotion du sens de la vie. Et d'ailleurs, j'ai aimé quand tu décris ton café, c'est pas juste le shoot de dopamine, c'est pas juste le goût, c'est aussi le rituel. En fait, ton café, ça a du sens pour toi. Tu le fais 2 heures après t'être réveillé, parce que tu sais ce que ça fait dans ton corps, et t'en as fait un petit rituel avec ton drip. Enfin, ça a du sens pour toi. Et donc, ça rajoute toute une couche, en fait, de joie. Pas juste de plaisir. Ton café, tu le fais pas mécaniquement. Non, clairement, c'est hyper intéressant ce que tu partages. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles je pourrais rebondir, mais je sais pas si tu connais le principe de l'inéquation décisionnelle de BMO slash Guillaume Mathias, qui est un chercheur en neurosciences. Non. Non, ça te dit rien. Pour faire très très simple, il dit que tous les comportements humains, toutes les décisions, tous les choix qu'on fait sont liés à une inéquation entre d'un côté la potentialité de satisfaction addictive médiée par des molécules comme la dopamine, les endorphines, la sérotonine, l'ocytocine, mise en perspective avec l'évitement de situations aversives qui sont médiées plutôt par la noradrénaline et le cortisol. Et donc, dans le côté aversif, il y a notamment l'effort. Et la perception de l'effort est beaucoup plus importante par rapport aux ressources disponibles. Donc, c'est-à-dire que la notion d'effort va sembler plus importante le soir que le matin. Et donc, en fait, ce que tu me décris avec ton comptable orgasmique, ça me fait un petit peu penser à ça parce que quelque part, c'est la mise en perspective de ma potentialité de sécréter de l'ocytocine, des endorphines, etc., vs l'effort que ça me demande. Et pour rétablir, peut-être recréer de l'envie, eh bien, il faut que cette balance, elle soit positive. Et donc, dans ce contexte, comment est-ce que tu arrives, parce que tu disais très justement, en fait, il faut que l'acte d'amour, au-delà du désir, me procure de la joie. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que c'est plus le cas? Qu'est-ce qui, selon toi, fait que justement l'acte sexuel est plus suffisamment porteur de sens et de plaisir et de joie pour que, en perspective de l'effort qu'il demande, il soit considéré comme non rentable vis-à-vis d'une autre activité qui serait de regarder Netflix, de se faire un café ou que sais-je, ou d'aller faire du sport ou de lire un livre. T'as 5 heures de plus devant toi ou pas? J'ai plein de choses à répondre à cette question. C'est ce que j'écris dans mes livres. C'est un peu tout ce que j'ai déroulé dans l'intelligence intime parce qu'en fait, il y a plein de paramètres qui font que ça nous apporte de la joie ou pas. Mais le premier niveau de réponse que j'ai envie de partager à ta question, c'est je n'adhère pas tout à fait à la théorie que au début tout allait bien et après ça n'allait plus. Mon hypothèse, dis-moi si elle a du sens pour toi. Mon hypothèse, c'est que au début, on se rencontre, on a envie de se plaire, on est excité de la rencontre, on est shooté à l'ocytocine et en fait, pour moi, un des meilleurs exemples de ça, mais que je retrouve un peu partout, c'est, je repense à un échange que j'ai eu avec une cliente à un moment. Et elle me disait, au début du couple, j'avais envie de dire oui à tout, je me sentais super ouverte, j'avais envie de lui plaire, on passait des super moments ensemble, j'étais vraiment, c'était un grand oui. Et puis au bout d'un moment, j'avais juste plus envie de faire d'efforts pour lui faire plaisir. J'avais juste plus envie. Et petit à petit, je me suis sentie m'éloigner de lui et de la sexualité. Qu'est-ce qui va pas dans ce qu'elle vient de me dire? Au début, j'imagine qu'elle est un petit peu aveuglée par son sentiment amoureux et son envie de plaire, ce qui lui donne un facteur motivationnel suffisamment fort que pour faire des efforts. Et ensuite, quand elle considère ça comme acquis, eh ben, elle en voit probablement plus l'intérêt. C'est ça. Mais du coup, pour moi, le mot
problématique ici et clé, c'est faire des efforts. En fait, pour moi, quand elle m'a dit ça, ça a tilté dans ma tête. Elle m'a dit, au début, j'avais envie de dire oui. Mais dire oui, c'est pas la même chose que de dire ce dont on a envie. Et en fait, ce qui s'est passé pour elle et ce qui se passe, je pense, pour énormément de personnes, c'est qu'au début, en fait, on a envie de dire oui, et du coup, on dit oui, mais on va pas dire ah, moi, j'aurais plus trop envie comme ça. Est-ce que tu pourrais faire ça? Oh non, là, aujourd'hui, j'ai pas trop envie, ou là, j'ai plutôt envie de ça, faisons comme si. En fait, on se laisse porter. Et au début, c'est facile de se laisser porter. Parce qu'on se découvre, parce que on a envie de plaire, parce que les facteurs motivationnels, comme tu dis, sont positifs, et du coup, c'est facile. Mais du coup, quand on fait ça, on ne construit aucune compétence relationnelle, émotionnelle, sexuelle, et aucun mécanisme qui nous permet de nous épanouir réellement, en fait. Et c'est là le problème. En fait, pour moi, cette femme, le problème, c'est pas qu'elle a perdu son désir, c'est qu'elle en a eu zéro dès le début. Le désir, en fait, c'est important de faire la différenciation entre le désir et l'excitation. L'excitation, c'est la réaction physiologique du corps, d'engorgement, de chaleur, ou de, oui, quand on est excité, quoi. Tout le monde connaît cette sensation, que ça soit de l'excitation sexuelle, de l'excitation amoureuse ou quelque chose, le corps qui, ok. Ça, c'est l'excitation. Le désir, mental, en tout cas, c'est le chemin de la pensée qui se projette et qui s'interroge et qui se demande de quoi est-ce que j'ai envie. Et en fait, cette femme, dans le début de son couple, comme beaucoup d'entre nous, elle avait de l'excitation, plein d'excitation. Mais pas une seule fois, elle s'est posé la question, de quoi est-ce que j'ai vraiment envie de moi, là, à l'instant? Et en fait, au bout d'un moment, quand on a un peu moins de dopamine et un peu plus de sérotonine parce que le couple s'installe avec la sécurité relationnelle et donc on baigne plus dans le tout va bien que dans le j'ai besoin de toi absolument. Et du coup, comme on n'a construit aucune relation au désir, comme on n'a pas appris à écouter à l'intérieur de nous, à se demander, tiens, moi, de quoi à l'instant j'aurais envie, qu'est-ce qui me ferait du bien, et qu'on n'a pas cultivé le lien à la sexualité en dehors de ça nous rapproche, il n'y a plus de raison de faire l'amour. Et même si l'autre me demandait ce dont j'ai envie, je sais pas trop. Eh ben justement, c'est un point fondamental parce que donc je comprends tout à fait ton raisonnement. Je le partage en grande partie. Mais justement, comment est-ce que tu fais dans ce contexte pour savoir ce dont tu as envie, ce dont tu as besoin, si tu l'as jamais su? Alors, je n'adhère pas non plus à l'idée qu'on ne sait pas ce qu'on veut. J'ai plein de choses où je pense qu'on a des mythes en fait. Pour moi, je sais pas ce que je veux. Ça veut vraiment dire plusieurs choses. Ça veut soit dire je pense que j'ai pas le droit. Je pense que c'est pas possible. Je pense que l'autre ne voudra pas. Ou je suis pas exactement sûre. Je pense que j'ai pas le droit de changer d'avis. Et du coup, je peux pas me retrouver prise au piège dans une situation où j'ai demandé quelque chose et puis comme j'ai pas le droit de redemander après, c'est fini. En fait, ça fait 10 ans que je suis sexothérapeute. Ça m'est pas arrivé une seule fois de rencontrer quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Est-ce que ça m'arrive de rencontrer des gens qui me disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent? Au moins 3 fois par jour. Sur mes consultations, il y en a au moins 3 dans la journée qui me disent j'ai aucune idée, moi j'ai pas de désir, je sais pas. On creuse un peu et en fait, assez rapidement, on arrive à mais en fait, moi j'aurais juste envie qu'il écoute mes émotions, qu'elle me prenne dans les bras, j'aurais envie de plus de douceur. En fait, j'ai jamais osé le dire, mais j'aime pas trop comment il m'embrasse, j'aimerais que ça soit différemment, j'ai envie d'un cuni, j'ai envie de ci, En fait, le désir, le problème, c'est pas qu'on en a pas assez. Le problème, c'est jamais qu'on en a pas assez, c'est qu'on en a trop, mais qu'on s'autorise pas à l'avoir parce qu'on a peur que c'est pas possible, que ça va déranger, qu'on va pas être une gentille petite fille, que si, que ça, que ça. Et du coup, ça nous terrifie tellement que oui, on coupe tout. Mais en fait, ne pas avoir de désir, ça n'existe pas. C'est comme ne rien ressentir dans son corps, ça n'existe pas. Tant qu'on est en vie, il se passe des choses dans notre corps. Tant qu'on est en vie, notre corps a envie de quelque chose. Toujours. On a envie, ce corps, il est constamment douloureux, en mouvement, il a faim, il a soif, il lui faut des trucs constamment à ce corps. Il a besoin de contact. Il n'y a pas un moment où on peut pas se dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une caresse là, à l'instant, qui pourrait me faire du bien? Moi, là, si j'y pense à l'instant, par exemple, j'aurais envie que mon partenaire me masse le bas du dos et le bas du ventre,
j'aurais envie de coller ma tête contre lui, de me frotter comme ça. J'aurais envie qu'il me caresse les cheveux, par exemple. En fait, peut pas y avoir un moment où on n'a pas... Alors, il peut y avoir des moments où on n'a pas envie d'être touché, c'est encore autre chose. Mais du coup, on aurait peut-être envie de s'étirer, on a envie de bouger. On a toujours envie de quelque chose. Voilà mon argument. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est marrant parce que moi, en tant qu'homme rationnel, j'ai tout de suite pensé au côté pratico-pratique, c'est-à-dire bon bah il faut peut-être trouver une autre position, une autre chose ou voilà, et plutôt en mode recette, tu vois. Et d'ailleurs, j'avais déjà préparé dans ma tête et je me disais bon, en réalité, moi j'ai plutôt l'impression que plus t'es au début de la relation, plus la sexualité est débridée, donc plus tu fais de choses différentes et en fait, plus t'avances, plus elle a tendance à se conformer à un modèle de facilité parce que tu sais que voilà ça marche, c'est efficace, etc. Et puis du coup tu fais un peu toujours la même chose. Mais ce que je trouve intéressant dans ta réponse, c'est que tu montres que la modalité elle est beaucoup plus large que l'acte sexuel en lui-même, puisqu'il a trait aussi au contact, aux émotions, à la façon de communiquer l'un avec l'autre, à la façon de s'embrasser, de vivre ensemble. Et je recoupe quand même, j'aimerais bien avec la notion de faire des efforts, avec ce baiser matinal dont tu as parlé, parce que tu vois, dans cette routine, dans ce quotidien, j'ai aussi l'impression qu'on est un petit peu justement basé sur ce côté pratico-pratique. Et là, je le mets pas dans la perspective sexuelle, mais plutôt dans la perspective des responsabilités qu'on a, des choses qu'il faut faire, de notre quotidien qui est toujours trop compliqué. Et donc, on va très volontiers critiquer l'autre parce qu'il a oublié de descendre les poubelles, mais on va oublier de le complimenter pour ce qu'il a fait, pour le repas qu'il a préparé, pour les courses qu'il a été faire. Toutes ces choses qui pour autant ont de l'importance et j'ai le sentiment que ça crée un cercle vertueux. C'est-à-dire que si tu complimentes l'autre et que tu le reconnais pour ce qu'il est, d'ailleurs petite parenthèse sur les neurotransmetteurs, ça sécrète de la sérotonine chez lui, qui est l'hormone un peu de la personne qu'on est, de ce qu'on revendique être. Donc le fait d'être reconnu là-dedans nous satisfait et va lui donner lui-même envie de te reconnaître pour toi ce que tu es et donc de te faire aussi des compliments, ce qui va te rendre heureux et beaucoup plus épanoui. Et donc il y a un cercle vertueux qui se crée et j'ai le sentiment qu'il y a le même cercle vertueux qui peut se créer avec les gestes. Tu vois, tu parlais donc des baisers, de se masser, des câlins, etc. euh, Peut-être que quand après c'est peut-être juste ma lecture qui est propre à mon couple, mais j'ai remarqué quand ma femme a accouché et a eu on a deux filles pendant les premiers mois, eh bien je pense que tu vois toute la partie allaitement, etc. Il y a beaucoup de la relation qui est prise par l'enfant, tu vois. Et justement, cette volonté de sécréter de l'ocytocine, eh bien, est remplie par le bébé plus que par le conjoint. Et après, c'est peut-être important justement de réinitialiser et de réinitier ces câlins, ces baisers réguliers, sans parler même d'actes sexuels, simplement le contact physique. Et tu t'aperçois que il y a un effet d'entraînement, c'est-à-dire que petit à petit, tu entrevois de nouveau le plaisir que ça te procure. Et dans ces fameuses stratégies et dans cette fameuse inéquation décisionnelle dont je parlais plus tôt, eh bien, tous ces actes, tous ces contacts sont beaucoup plus saillants et deviennent intéressants. Il y a un retour sur investissement positif qu'on avait peut-être oublié, tu vois. Et donc, il y a peut-être aussi un besoin, peut-être au début, de se forcer un petit peu pour s'apercevoir que ça peut nous apporter un retour sur investissement positif. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. J'en attendais pas moins de toi. Euh, la première chose que je me dis, c'est... Donc, il y a deux cas de figure. Le principal, qui à mon avis est le plus courant, où finalement, dès le début, on n'avait pas assez clarifié de choses. Ça peut être dans le cas où, ok, on n'avait juste pas du tout de désir, on n'a pas fait ce chemin intérieur d'exprimer son désir. Mais c'est pas que ça. C'est aussi avoir, excuse-moi, créé suffisamment de communication en amont par rapport à la sexualité, par rapport à notre dynamique de couple, pour que quand il y a un élément de changement qui s'introduit dans notre vie, on soit capable de changer. Et en fait, le deuxième cas de figure qui peut faire que oui, au bout d'un moment, quelque chose se passe et on a moins de désir, c'est l'élément du changement. On ne peut pas sous-estimer que notre vie est pleine de changements, qu'il y a des choses au quotidien, que ce soit l'arrivée d'un enfant, une grossesse, le décès d'un proche, un accident, changer de travail, enfin, tout ça peut avoir un énorme impact, en fait, sur la manière dont on va vivre l'intimité et la sexualité.
Si on n'a pas déjà créé en amont beaucoup de communication, de mécanismes de communication, sur comment on gère, comment on fait quand on a plus envie, moins envie, qu'est-ce qui se passe, c'est beaucoup plus difficile de le faire sur le moment. Je pense qu'un des grands problèmes dans notre société, c'est que comme on utilise un peu une formule prédéfinie avec des attentes implicites sur ce qu'est un rapport sexuel, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on y fait, on ne parle pas du tout assez. Et du coup, on n'a pas cultivé la compétence d'adaptation. On a une cartouche, on l'utilise et c'est qui tout double, quoi. C'est soit on l'a, soit on l'a pas, et en fait, on n'a pas d'autre option. Et justement, dans ces moments si délicats, je pense qu'on a besoin d'apprendre à adapter. C'est sûr que en postpartum, tout va être différent, notamment les besoins émotionnels, relationnels sont comblés différemment, mais aussi le corps est différent. Toucher les seins d'une femme pas enceinte, enceinte ou après accouchement, la sensation ressentie va être complètement différente parce que ces taux d'hormones sont aux antipodes les uns des autres. Tout est différent. Le corps est différent. On a besoin de s'ajuster. Donc, je pense vraiment que cultiver cette compétence d'adaptation, qui passe par la communication, par exprimer très précisément. Là, j'aime plutôt comme ça. Est-ce que tu peux aller un peu à droite, un peu plus légèrement, ou moi, je me sens comme ça en ce moment, et toi, comment tu te sens? Il y a toute cette dimension-là. Après, tu as utilisé le mot se forcer un petit peu pour retrouver le goût et le plaisir. Donc, j'ai aimé la manière dont tu l'as dit, mais ce mot, il peut être vraiment violent, se forcer. J'ai plein de personnes dans mon cabinet qui m'ont déjà dit que d'autres médecins ou thérapeutes ou sexologues leur ont dit il faut se forcer un peu, il faut faire un petit effort, vous allez voir, le plaisir va venir en mangeant. Voilà, et c'est vraiment d'une violence inouïe en fait. Et ces femmes, elles ont souvent arrêté ces consultations en me disant mais en fait t'es en train de me dire d'accepter d'être violée, enfin d'accepter de me forcer à des trucs que j'ai pas du tout envie de faire. Donc je fais une mini parenthèse quand même. Je parlais dans le contexte des bisous, des compliments. Ouais. J'étais pas arrivé jusque là. Oui, mais je l'amène plus loin. Et d'ailleurs, j'ai commencé par dire j'ai aimé la manière dont toi tu l'as utilisé. Non mais je tenais quand même à le repréciser. Oui, tout à fait. J'ai aimé la manière dont toi tu l'as utilisé, se forcer, et tu vas voir que dans ce que je vais dire, dans la deuxième partie de ce que je vais dire, je rejoins ce que tu dis. Mais c'est important pour moi de faire un point sur ce mot-là parce qu'il peut être vraiment très violent en fait. Et surtout quand on est dans une culture de se forcer à faire plein de choses en fait. On a nos to-do list, les trucs urgents que en fait on se force à faire, qu'on se cogne la tête contre. Et en fait ça marche pas. Et ça nous épuise, et ça nous fait mal, et ça nous éloigne. J'ai vraiment la croyance que parfois on se force en pensant que ça va nous rapprocher, et en fait ça nous éloigne à chaque fois. Si on se force, ce qui n'est pas la même chose que faire un effort. J'aime vraiment faire une différenciation entre les deux. Pour moi, se forcer, c'est se forcer pour l'autre. C'est se forcer parce que je me dis que ça serait bien, mais j'en ai pas vraiment envie. Faire un effort, c'est... Je suis d'accord avec toi que parfois on a besoin de choisir en conscience de faire l'effort, de choisir l'intimité, de faire l'effort, de faire cet investissement dont on sait qu'il va avoir des bons effets secondaires, des bons retours sur investissement. Faire un investissement, c'est un choix. Et parfois, ça demande de faire l'effort de sortir de notre zone de confort. Ça, je suis d'accord. Mais on a besoin d'être vraiment très au clair, et ça, je pense que ça s'applique, que ça soit un baiser ou un rapport sexuel. En fait, on parle d'un même mécanisme. Moi, j'ai pas tendance à tant différencier entre les actes et les gestes, mais plus à différencier sur la manière dont on fonctionne. Parce qu'en fait, un baiser non désiré peut être tout autant violent à l'intérieur que d'autres choses. Et puis, ça parle de la manière dont on fonctionne à l'intérieur de nous-mêmes et on raisonne à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, faire un effort pour soi-même, pour sortir de sa zone de confort, pour faire quelque chose dont on sait qu'il va nous faire du bien, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ça te va mieux comme ça?
Ouais, complètement. Et c'est amusant parce que tu parles de variabilité, de sortir de sa zone de confort. Tu as parlé un peu plus tôt du sens avec mon café. Mmh. J'imagine que tu as déjà lu les travaux de Sébastien Boller, Où est le sens, notamment, et tout ce qu'il a écrit sur le cortex singulaire antérieur, qui a besoin justement d'être rassuré par des choses qui ont du sens. Et dans notre société qui est en perte de sens, justement, bah, il Mmh. se raccroche à des choses qui sont prévisibles. Par exemple, le fait de savoir que quand il va rentrer dans un fast-food, eh bien, il aura son burger et il sait de façon sûre et certaine qu'il aura son petit shoot de dopamine, de même que s'il scrolle sur TikTok ou qu'il regarde sa série préférée, etc. Et donc, quelque part, l'absence de variabilité est quelque chose d'extrêmement rassurant pour le cerveau. Et pour autant, l'environnement est volatile par définition. Donc, on peut pas le contrôler. Et moi, j'adhère beaucoup plus à l'idée qu'il faut que la volatilité fasse sens pour se sentir bien dans notre quotidien et être capable d'être un petit peu antifragile. Là, je me réfère plutôt aux travaux de Nassim Nicolas Taleb, mais et donc j'aime bien cette idée de rendre le quotidien plus inconfortable. Parce que dès lors, à chaque fois que tu as un problème qui se pointe, et ben en réalité, c'est simplement un petit truc parmi le reste. Et ça fait déjà partie de la variabilité de ton quotidien. Tu vois, c'est pas comme si tu étais sur une ligne droite et puis d'un coup, tu te prends une sortie de route hyper violente et tu te bouffes le mur et l'arbre et puis tu dis waouh, comment je vais réagir à ça. Euh, donc, euh, donc moi j'aime bien cette idée, mais c'est vrai que je l'avais jamais vu sous le prisme des relations sexuelles. Je trouve ça intéressant et c'est vrai, t'as raison. Hein, on a un petit peu cette vision monocartouche. Euh, j'ai fait un épisode il y a quelques temps avec Nicolas Aignan qui disait que lui, justement en s'apercevant qu'il perdait du temps de qualité avec sa femme, a décidé de se caler des rendez-vous, de prendre rendez-vous avec sa femme, de les caler dans l'emploi du temps. Tu as dit un petit peu plus tôt que c'était un petit peu mortifère pour le désir. Alors non, c'est Ah, pas ça ah, que je ah, voulais dire. ouais, pardon. Vas-y. Je peux te laisser finir ta phrase, je voulais juste pas que ce soit ça que je Non, dise. non, mais j'imagine. Enfin, je pense avoir compris. Cette fois-ci, c'est bon. C'est Euh, bon. oui, donc je disais utiliser ces temps, ces rendez-vous avec sa femme pour probablement parler justement de ce qui nous fait rêver, de nos désirs réciproques, peut-être simplement se masser si c'est ce dont on a envie à ce moment-là, ou partager des fantasmes, etc. T'es en phase avec ça? Ouais. Euh, Plus ou moins, oui. En fait, pour moi, ce qui est important, ce que j'aime bien dire, euh, c'est d'encourager les couples à se prendre, par exemple, une demi-journée par mois, si c'est possible, et au moins un soir par semaine, un rendez-vous. Et puis, au moins une attention par jour. C'est-à-dire que ce qui peut être problématique avec ces rendez-vous, c'est si on se dit, bah ok, c'est juste une fois, et en fait, le reste du temps, non. Hmm. Euh, ou alors de se dire qu'il y a une obligation d'avoir un rapport sexuel. Ce qui nous amène aussi à peut-être définir ce que ça veut dire de la sexualité. Moi, j'aime beaucoup prendre des petits rendez-vous intimes où on dit, bah, on va passer un moment d'intimité et pouvoir définir si c'est, comme tu l'as dit, un massage ou se parler, partager nos désirs. Ça peut aussi être se caresser, se faire du bien. Ça peut être un moment de pénétration si on en a envie, mais pas forcément de pénétration à chaque fois quand on fait l'amour. Euh, Se prévoir des petits moments d'intimité, ça peut être une très belle chose parce que justement, on a un quotidien chargé et puis aussi, comme on l'a vu avec l'exemple du café, tu prends tout autant de joie presque à anticiper ton café qu'à réellement le boire. Tu penses sur le chemin, du retour, de déposer ta fille, enfin, il y a toute une construction intérieure et donc pouvoir anticiper positivement, c'est sacrément chouette. Euh, T'as dit le mot fantasme, j'avais envie de rebondir là-dessus. Euh, Je crois qu'il y a une question que je déteste, c'est quoi tes fantasmes? Quels sont tes fantasmes? Dis-moi quels sont tes fantasmes. Je déteste cette question. Plusieurs raisons, mais la principale, c'est que globalement, quand on demande aux gens, personne lambda, quels sont tes fantasmes, c'est un peu tout le temps la même liste. C'est faire l'amour dans la douche, dans un avion, comme ci, comme ça, faire un plan à trois peut-être. Enfin, il y a un peu une série, une liste stéréotypée de trucs auxquels on pense qu'on devrait vouloir. D'ailleurs, j'ai eu cette conversation avec une femme dans un stage que j'ai animé, un stage qui s'appelait Jouir, un stage pour femmes ce week-end, c'était super chouette.
Et elle m'a posé cette question sur le fantasme en me disant, mais moi j'ai l'impression que je suis pas normale, je fantasme pas. Et je lui ai dit, ça veut dire quoi exactement pour toi le fantasme? Elle me dit, m'imaginer un scénario avec mon mari, quelque chose, dérouler des événements. Et ça peut plaire à certaines personnes, très bien, pourquoi pas, si le cerveau de certaines personnes fonctionne comme ça. Mais j'aime pas du tout cette injonction à fantasmer. Moi, par exemple, je fantasme pas de cette manière-là. Euh, et pour moi, il y a une différence entre les fantasmes, qui est un peu la liste stéréotypée, et fantasmer, qui est l'acte de se laisser rêver. Et du coup, je lui ai dit, quand tu penses à manger, t'imagines ce dont tu pourrais avoir envie, tu te dis, ah oui, tiens, un pain au chocolat, et d'un coup, tu penses, tu salives déjà en pensant au pain au chocolat. Ça, c'est fantasmer. S'imaginer tout un scénario où c'est un plombier qui vient de livrer le pain au chocolat et alors je le mange dans sa main et enfin, pour moi, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Tu parles justement de cette de ce désir anticipatoire que je peux avoir avec un pain au chocolat ou avec un café, et potentiellement avec ce rendez-vous hebdomadaire ou mensuel que tu as avec ta femme. Pour autant, vis-à-vis de ce qu'on a dit précédemment, euh, est-ce que c'est forcément le cas? Parce que, tu vois, ce qui est assez amusant, je trouve, c'est que le café, en réalité, il est répétitif, c'est toujours le même, et pour autant, il continue à nous faire autant envie. Mais j'ai pas l'impression que la sexualité ou ces moments-là de couple suivent la même tendance, dans le sens Si, où... alors c'est le grand piégeux. Ah, j'ai Vas-y, plein de choses à dire. Je vas-y, déteste vas-y, l'idée de la routine. J'ai l'impression que je suis en train dans ce podcast de dire qu'il y a plein de trucs que je déteste, mais assurez-vous, il y a plein de choses que j'aime aussi. Euh, vas-y, mais vas-y. alors pour moi, vraiment cette idée qu'il faut épicer notre vie intime, il faut rajouter un peu de piment, il faut sortir de la routine, c'est vraiment, c'est un grand tue-l'amour en fait. On en revient avec Euh, l'injonction et la pression. alors ça va avec l'injonction et la pression, et puis surtout, ce n'est vrai que quand on vit une sexualité déconnectée de nos sensations, de nos émotions et de notre humanité. Je t'explique. Dans ma philosophie et vision des choses. Là, par exemple, à l'instant, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? C'est une bonne question. Normalement, j'ai un bureau assis debout. J'aimerais bien me lever, pour être Ok, honnête avec toi, parce que je sens que l'énergie circule mieux quand je suis debout. Mais ok. j'ai peur de le faire parce que ça va peut-être déconnecter la caméra, ce qui va faire bugger notre enregistrement. Voilà ce Ah, que je ressens à ce moment-là précis dans mon corps. ok. Et ça fait quoi comme sensation? Peut-être un sentiment d'être emprisonné. Ok, tu sens ça où exactement? Je dirais au niveau de mes mains. D'ailleurs, regarde, elles sont fermées l'une avec Hmm, l'autre. ok. Donc tu sens que tu as les mains qui sont fermées l'une avec l'autre. Tu t'interprètes que c'est un sentiment d'être emprisonné. Ok. Et là, de quoi tu pourrais avoir envie avec tes mains? Est-ce que tu as envie de les garder comme ça ou est-ce que tu as envie de les séparer? Non, du coup, je les ai séparés parce que Ok. j'aimais pas les avoir comme ça. Ok, tu les as séparés. Maintenant, ça fait quoi comme sensation dans tes mains? Je me sens plus libéré. Ok. Et comme sensation, est-ce que c'est chaud, c'est froid, tu sens la texture de l'air, tu sens des picotements, tu sens de la tension, du relâchement? Je sens toujours un petit peu de tension, mais moins que quand j'avais Ok, les mains fermées. Le contact avec mon pantalon, mes ok. pieds sur le sol, mes fesses sur l'espèce de tabouret ergonomique sur lequel je suis posé. Et Ok. puis toujours cette envie d'appuyer sur le bouton de mon bureau pour le faire se lever. Hmm, ok. C'est intéressant d'observer tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a plein de sensations. Et si on passait le reste de ce podcast à ne te demander que ce que tu ressens dans ton corps, est-ce que tu serais d'accord de dire que ça changerait de seconde en seconde? Bien sûr. Et donc, en fait, si on développait juste cette curiosité sur ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, moi, je suis assez sûre qu'on s'ennuierait pas dans ces 2 heures. Ouais, c'est une perspective magnifique.
Et c'est vrai, tu vois, enfin, je suis tout à fait en phase avec ça, dans le sens où, comme tout couple, je pense, on a acheté à un moment ou un autre un livre sur le Kama Sutra, puis on a testé d'autres positions, et en fait, on s'est aperçu qu'elles étaient surtout très compliquées à faire, mais absolument pas amusantes, pour en revenir aux deux, trois qu'on aime bien. Et ce que tu dis, c'est plutôt que de le faire un petit peu machinalement en cherchant l'aboutissement et en le faisant comme un acte robotique, motorisé pour avoir une forme de délivrance ou répondre à une injonction ou à un besoin, le vivre comme un moment de pleine conscience, de présence à soi, de présence à l'autre, d'analyser nos sensations, peut-être de le faire du coup beaucoup plus doucement. Encore que notre sensation peut être différente à ce moment-là, mais plutôt dans une exploration de nos sensations. Exactement. En fait, notre société capitaliste nous vend que si notre sexualité n'est pas épanouie, c'est parce qu'on s'y ennuie. Et que du coup, il faudrait sortir de la routine avec de la lingerie, des sextoys, des nouvelles positions, un week-end en amoureux, tu sais, les hôtels maintenant quasiment partout, tu peux rajouter l'option pack romance avec des pétales de rose et du champagne. Genre, c'est plus romantique de faire l'amour sur un lit avec lequel il y a des pétales de rose. Enfin, n'importe quoi. Bref. La seule différence à l'hôtel, c'est peut-être que tu prends plus le temps. C'est ça. Mais les pétales de rose ne changent rien au fait Absolument qu'ils prennent du temps ou pas. Bref. Donc notre société nous vend l'idée que si notre sexualité n'est pas épanouie, c'est parce qu'on est dans la routine et qu'on s'ennuie. Et je pense que c'est le plus grand mensonge du siècle. Un des plus grands, je suis très extrême sur toutes les plus grands et toutes les plus horribles, mais c'est un grand mensonge du siècle. En fait, le problème de notre sexualité, c'est pas qu'on s'y ennuie, c'est qu'on n'y est pas connecté. Et que on cherche la diversité dans le contexte, à l'extérieur, plutôt qu'à l'intérieur. En fait, la sexualité, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on vit. On a besoin de le ressentir dans notre corps. Et pas essayer de fantasmer sur des scénarios, des machins, des ci, des ça pour faire différemment. On s'en fout de faire différemment. On a besoin que ça soit bon. En fait, ton café, tu ressens pas le besoin de faire un truc différemment tous les jours parce que c'est juste bon. Parce que tu le dégustes quand tu le bois. Parce que ça t'apporte ce dont tu as besoin que ça t'apporte. Et le sexe, c'est pareil. En fait, on n'a pas besoin de faire 15 000 positions, on n'a pas besoin d'essayer de faire différent. Le problème, c'est vraiment pas qu'on s'ennuie. Parce que il y a une chose qui est une certitude pour moi. Quand on est à l'écoute des sensations dans notre corps, quand on est à l'écoute de nos émotions, quand on est à l'écoute de notre partenaire, de ses sensations, de ses émotions, de son désir de corps de changer de position, en fait, naturellement, on va évoluer. Naturellement, on va bouger. Naturellement, on va changer de position. C'est pas du tout la même chose de changer de position parce qu'on en ressent l'impulsion dans notre corps que parce qu'on en ressent l'idée dans notre tête en nous disant que ça serait une bonne idée pour pimenter le truc. Et du coup, on se retrouve à faire des positions pas possibles, qui ne servent à rien, qui ne sont pas optimisées pour le plaisir, qui sont juste là pour pimenter, mais en fait, je pense que le résultat, c'est juste qu'elles nous font nous sentir nuls parce qu'on s'est contorsionné dans tous les sens et qu'on n'est pas plus heureux pour le reste. Alors, peut-être qu'on a rigolé un peu si on a réussi à le prendre à la légère et à pas devenir trop solennel dans l'expérience de sexualité, ce qui est le problème de la personne, quand même, c'est très sérieux, le sexe, on ne parle pas, on rigole pas. Mais c'est pas ça qui nous apporte, en fait. Moi, je pense qu'on pourrait faire l'amour dans une ou deux positions pour le reste de sa vie et jamais s'enlacer quand on écoute pleinement ce qui s'y passe, quand on est connecté, quand ça nous apporte ce qu'on y cherche. Mais c'est sûr que si ça nous apporte pas ce qu'on y cherche, si on n'arrive pas à trouver la connexion émotionnelle avec l'autre, si on se sent déconnecté de son corps, si on n'a pas de plaisir, on va tendance à aller chercher à l'extérieur, en fait. Et ça marche pas. Et du coup, on se sent insatisfait et on a l'impression, mais combien de couples viennent me voir en me disant, mais on a tout essayé et ça marche pas. Je dis oui, vous avez essayé tout sauf ce qui marche. Et c'est pas de leur faute, ils ont essayé tout ce que la société leur dit d'essayer. Et en fait, la liste pour raviver la passion, c'est tout le temps la même. Dormir nu, faire des efforts, se faire des rendez-vous, faire l'amour plus souvent, partir en week-end en amoureux, les sextoys, la lingerie, enfin, c'est tout le temps la même liste. T'as pas un conseil plus intelligent qu'un autre. Et ça ne sert à rien.
Ça veut pas dire que ça peut pas être fun un soir, mais ça ne parle pas de la dynamique globale. Ça nous aide pas. Partir en week-end, ça fait du bien quand même. Mais non, je suis Oui, d'accord avec toi. Et mais tu vois, et c'est amusant c'est parce ça que je que viens de dire. ouais, Ça peut ouais. être fun, ça peut être fantastique. C'est génial de partir un week-end. Mais si on est dans un contexte où, en fait, faire l'amour, c'est épuisant, on n'a pas envie, on évite de se toucher parce qu'on anticipe que l'autre va avoir envie. Mais le nombre de personnes qui me disent, mais moi, je suis anxieuse juste à penser de la sexualité, je vais passer à la casserole, je serre les dents pendant le rapport sexuel. En fait, je peux te dire que partir en week-end en amoureux, ça va rien changer. Ouais, là c'est déprimant. Mais c'est marrant parce que si tu m'avais demandé quelle était ma position préférée, je t'aurais répondu sans hésiter le missionnaire, lent, en regardant ma femme dans les yeux parce que j'adore me noyer dedans et je Mais trouve ça voilà, magnifique, tu vois. exactement. Alors que tu parles de ça et ça paraît barbant et à côté de, je pourrais t'emmener d'ailleurs sur la monogamie. Est-ce que c'est réellement approprié à l'homme et est-ce que il faudrait ajouter du piment avec du libertinage, surtout après 20 ans de relation. Au final, t'as déjà répondu à la question. Et d'ailleurs, t'as pris tout ça sous le prisme des relations hétérosexuelles. T'as la sensation que dans des relations homosexuelles, on a beaucoup plus facile à parler de nos désirs, de nos envies. On Alors, se comprend mieux. pas on se comprend mieux nécessairement parce qu'on est homosexuel, mais dans les relations hétérosexuelles, le script prédéfini, il est hyper clair. Il y a une pénétration, c'est sûr. Alors que entre deux hommes, bah pas forcément. Entre deux femmes, il y a pas forcément, il y a pas de pénis pour pénétrer, donc on peut créer de la pénétration, mais il faut en parler en fait. Et il n'y a pas un rôle. Il n'y a pas toi tu fais ça et moi je fais ça. On est obligé de parler pour voir, bah, toi, de quoi t'as envie. Est-ce que toi, t'aimes être pénétré ou pas? Est-ce que tu t'aimes plus dans cette fin? Il n'y a Hmm. pas un truc prédéfini. Et du coup, ils sont obligés de parler. Et quand je parle avec un de mes amis proches qui est homosexuel, il me dit, mais vous les hétéros, mais vous prenez la tête, mais d'une manière inimaginable. Nous, on est obligés de se dire, en fait, il y en a qui aiment être pénétrés, il y en a qui aiment pas être pénétrés, il y en a qui aiment qu'on leur touche le testicule, d'autres non. Enfin, on est obligé de parler, en fait. Parce que c'est pas prédéfini. Alors que avec les hétéros, comme on pense qu'on sait, tout comme avec mes métaphores du voyage, on pense que voilà, en voyage c'est juste un voyage. Faire l'amour, c'est faire l'amour. On se pose pas les questions de de quoi on a envie là maintenant, qu'est-ce qui est juste pour nous. Et du coup, on communique beaucoup moins en fait. Et si on si on reparle un petit peu de, je cherche le bon terme parce que tous ceux que j'ai en tête, je sais d'avance qu'ils vont te déplaire, mais j'ai envie de souligner quelques quelques learnings, quelques hacks un peu applicables après pour que les gens puissent emporter avec eux et puis mettre en place directement dans leur quotidien, dans leur couple. Et tu partageais le fait d'avoir une attention par jour, un rendez-vous de couple par semaine et une demi-journée par mois. Tu les planifies juste dans ton agenda sans aucune autre pression ou bien elles ont un cadre potentiel ou des choses déjà prévues, préméditées. Est-ce qu'il y a une préméditation? Est-ce que tu orchestres ça ou bien c'est au feeling et puis voilà, aujourd'hui c'est la demi-journée et puis on verra ce qu'on va faire. Ou aujourd'hui c'est notre Euh, soirée et puis on voit ce qui vient. je pense que ça dépend de où on en est dans notre sexualité et de quoi on a besoin en ce moment et dans notre vie de couple. Euh, en fait, il y a un élément dont on n'a pas parlé encore, qui est, donc, on a commencé à l'introduire en disant on a besoin de parler avant, euh, mais j'ai envie de préciser ça, et donc je vais prendre un petit détour pour répondre à ta question. Promis, on va y répondre, mais d'abord j'ai un détour à faire. Et le détour, c'est donc la communication de manière générale, qu'est-ce qu'on aime, tout ça, et puis il y a là maintenant de quoi j'ai envie. Créer un cadre spécifique à cet échange intime. Un cadre spécifique, pour moi, c'est qu'est-ce qui va se passer et pendant combien de temps et peut-être avec quelle intention. C'est pas du tout la même chose de dire on va faire l'amour que j'ai envie qu'on soit nus dans le lit, à se caresser, se frotter l'un contre l'autre pendant 10 minutes sans aller à la pénétration. Ou alors j'ai envie de te faire une fellation pendant 20 minutes sans forcément essayer de te faire aller à l'orgasme, juste pour profiter de ce moment. Et par contre, moi, j'ai pas envie d'être touchée en retour. Ou j'ai envie de
de vraiment préciser. Parce qu'en fait, une des grandes difficultés, c'est la question du lâcher prise. J'ai énormément de personnes qui me disent, moi, j'arrive pas à lâcher prise. Et en fait, quand on n'arrive pas à lâcher prise, c'est que notre petit comptable intérieur, il se pose toutes ces questions. Et du coup, on a besoin d'y répondre. Pour revenir à ta question, en fait, je pense que c'est important, surtout si on est dans une dynamique où on se sent insécurisé par rapport à la sexualité. Il y a un peu une question du doute, on se sent peut-être en recul, on est dans une phase où c'est un peu difficile, on est dans une phase où on n'est pas sûr, on est dans une phase où on a un peu moins de désir. Plus on va préciser, plus la partie à l'intérieur de nous qui a du mal à lâcher prise, qui tourne dans tous les sens, qui sait pas, va pouvoir s'apaiser. Et en fait, ça semble parfois contre-productif. Les gens ils me disent mais c'est moins intuitif, c'est moins spontané, du coup c'est moins bien. Mais en fait, plus on se sent en sécurité, plus on peut s'amuser. Et plus du coup on peut être spontané. C'est un peu comme si par un parallèle avec l'entrepreneuriat, si je te dis créer un programme en ligne, c'est pas du tout la même chose que je te dis est-ce que tu veux pas créer un programme en ligne sur tel thème avec tant de modules et qui répond à ça. Enfin, on a besoin de cadre en fait. Si on n'a pas de cadre, on peut pas être créatif juste comme ça. Enfin, moi, je sais pas toi, mais moi, si on me dit juste sois créative, j'ai après 15 000 idées qui m'arrivent en tête en même temps. Et du coup, je fais rien. Parce que j'ai envie de toutes les faire. C'est un peu comme ça, j'imagine. Ouais, moi je suis hyper cadré. J'appelle ça discipliner le chaos. Parce qu'en réalité, j'ai une organisation de ma journée qui est très orchestrée, tu vois, j'appelle ça la symphonie de l'énergie. Je sais qu'à certains moments de ma journée, je vais être plus efficace pour faire ceci ou cela, et puis j'ai des petites routines entre qui me permettent de maximiser, on va dire, ma disponibilité mentale et physiologique, avec des moments plutôt activateurs, d'autres plutôt récupérateurs pour me ressourcer justement. Et donc tout ça, tu vois, suit une organisation très millimétrée dans laquelle je me sens bien, qui me rassure. Et par contre, au sein des cases, eh bien, il y a de la place pour le chaos, pour la variabilité, pour les problèmes, parce que, étant donné que je suis entrepreneur, mon quotidien, par définition, est chaotique. Mais le fait que ce chaos soit organisé le rend extrêmement gérable et évite qu'il vienne saturer ma charge mentale. Et tu vois, quand je finis ma journée, la plupart du temps, bon, il y a des exceptions, mais la plupart du temps aujourd'hui, j'arrive à être pleinement présent et disponible pour ma femme, pour mes filles, à être là et à être bien, tu vois. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai toujours connu. Tu vois, avant, mon chaos avait tendance à déborder. Et donc, et parfois, on était à table et puis ma femme me racontait sa journée. Et en fait, j'écoutais pas du tout parce que j'étais complètement obnubilé par mes problèmes. Donc, vraiment mettre des limites. J'aime bien cette image. J'ai des cases, des boîtes vides dans mon emploi du temps. Dedans, il y a le chaos. Quand je rentre dedans, je le gère. Et puis, quand je sors de la boîte, elle est fermée. C'est ça. Donc, tu as fait l'expérience de comment créer un cadre peut créer plus de liberté et de jeu et de spontanéité et de liberté, en fait. Ça change tout. Du coup, pour répondre à la question de ces rendez-vous, est-ce qu'on sait prévoir ou pas, ça dépend un peu de ce dont on a besoin en ce moment. Si on a besoin de beaucoup de sécurité, moi j'aime bien prévoir. Alors, je me dis que de toute manière, on les prévoit un peu à l'avance. Par exemple, avec mon partenaire, c'est les mardis soirs. Mardi soir, c'est notre rendez-vous. Et du coup, tous les mardis soirs, on se retrouve, à moins qu'il y ait un truc, mais on essaie de, en général, pas reprogrammer. C'est vraiment une priorité pour nous. Les mardis soirs. Et après, on se choisit, un moment dans le mois où on va se poser, par exemple. Voilà. Et on peut se faire, demain soir, j'aimerais un cuni pendant 10 minutes. Est-ce que ça serait OK? Est-ce que tu aurais envie de faire ça? Et on va se prendre des mini rendez-vous aussi. On a la panoplie. Quand on a de l'insécurité, je me dis que c'est chouette. En fait, je me dis que c'est chouette de manière générale de créer ces moments pour qu'ils soient là. Ça veut pas dire que c'est les seuls moments où on se rencontre. On passe énormément de temps ensemble. On a plein d'autres moments en intimité qui sont pas prévus. Mais le fait de les prévoir, ça apaise quelque chose dans le système nerveux. Après, je me dis que si face à moi, j'ai une personne qui se sent très anxieuse dans la sexualité, ou très tendue, ou qui a l'impression que c'est loin, que c'est difficile, de définir les paramètres à l'avance. Se dire, OK, par exemple, dans le prochain mois, on va se faire
4 soirées de couple. Et dans ces soirées, on dit qu'on va pas avoir de sexualité pénétrative. Vraiment, on met ça de côté pour l'instant pour pouvoir se retrouver plus intimement et cultiver notre sexualité d'une manière qui nous convienne. Et du coup, on peut se faire des petits moments de 10 minutes de caresses sur tout le corps, ou de ci ou de ça. Plus on définit à l'avance, plus on a de sécurité. Ce qui ne veut pas dire que ça nous donne pas la liberté de, une fois sur le moment, si on se rend compte qu'on n'a pas envie de faire ça, on a le droit de dire que le consentement est la règle d'or qui précède tout. Si on s'est dit qu'on allait faire 10 minutes nues dans le lit et qu'en fait ce soir-là on n'est vraiment pas bien, on n'a pas envie de le faire, on a le droit de pas le faire. L'idée c'est de se prendre des rendez-vous pour nourrir notre intimité, pas créer des nouvelles inventions auxquelles il faut se conformer. Que ça soit très clairement dit. C'est amusant parce que, tu vois, je pense que dans l'organisation d'un couple, tu peux très facilement, demander, des choses, liées à peu près à toutes les sphères autres que sexuelles. C'est une habitude, c'est quelque chose qui fonctionne, très, très bien et pour autant, heu, j'imagine que rares sont les femmes, à dire à leur mari, ou à leur conjoint, ou partenaire, «Est-ce que tu es d'accord de me faire un cuni pendant 10 minutes?» ou à l'inverse, un homme demander à sa femme, «Est-ce que tu peux me faire une fellation aujourd'hui parce que j'en ai envie?» On n'ose pas demander ce genre de choses. Et pour autant, tu vois, on peut se targuer d'avoir une super bonne communication, de régler les conflits, d'avoir une communication non violente, une éducation bienveillante, etc. Mais de façon assez paradoxale, ça transpire pas sur la vie sexuelle. Comment est-ce que tu peux réduire cette espèce de charge, de pression qu'on se met à soi-même et qui nous empêche d'oser exprimer nos désirs? Je pense qu'un des premières choses, c'est qu'on a tendance à... C'est très inscrit dans notre société que il faut pas parler de sexe. Parce que c'est tabou, mais aussi parce que ça serait meilleur si on n'en avait pas parlé. Il faudrait que il ou elle sache intuitivement ou alors avec la bonne personne, alors tout sera magique et sera fluide. Et du coup, c'est plus sexy si on n'en parle pas. Je pense que ça, c'est vraiment très imprimé dans notre imaginaire collectif, que c'est juste mieux si on n'en parle pas. Et en fait, c'est pas vrai. Évidemment que c'est pas vrai. Mais je pense qu'on a besoin de faire l'expérience de ce que ça peut nous apporter que de parler pour pouvoir se rendre compte, ah ouais, en fait, c'est chouette. Donc, c'est un peu un de ces endroits où on a besoin de faire l'effort de sortir de notre zone de confort. Et puis, j'aime bien définir parler. C'est-à-dire qu'il y a parler, parler et parler. Et c'est pas tous la même chose. La plupart des gens, quand je leur pose la question, est-ce que vous parlez de sexualité? Soit c'est non, soit c'est, ah oui, je lui dis ce que j'aime pas. Et voilà, on se dit ce qu'on aime pas. Enfin, et en fait, beaucoup de gens ont l'impression que parler de sexualité, ça va être on s'assied pour régler nos problèmes sexuels. Et je veux être très claire que c'est pas ça que je veux dire. Parler de sexualité, c'est se dire justement ce qu'on aime, ce dont on a envie, ce qu'on désire, ce qui est petit secret. C'est ça qui résout nos problèmes sexuels. Plutôt que de parler des problèmes sexuels, parler de ce dont on a envie, c'est beaucoup plus efficace. Ce qui veut pas dire qu'on peut pas parler des problèmes s'il y en a qu'il faut en parler, mais on a tendance à tourner en rond sur le problème et à se culpabiliser l'un l'autre plutôt que de juste dire ce dont on a envie. Mais donc, faire l'expérience de ce que ça peut être. Donc, parler de sexualité, c'est dire ce dont on a envie avant, créer un cadre, parler de nos valeurs sexuelles, de ce qui est important pour nous, de ce à quoi on aspire, de ce qu'on a envie de vivre. Mais c'est aussi parler sur le moment. Et parler sur le moment, ça peut être très excitant en fait. Sauf qu'encore une fois, parler sur le moment pour beaucoup de personnes, c'est pas ici, fais pas ça, non pas comme ça, me touche pas les seins, attends, arrête. Et en fait, ça, je suis d'accord, c'est pas très excitant. Par contre, dire, oh, j'ai envie que tu mettes ta main sur mes seins, ou touche-moi ici, ou c'est bon ce que tu fais. Ça, c'est excitant, ça, c'est bon. Se dire des mots d'amour, se dire que c'est bon ce qu'on se fait, dire, ah, c'est tellement bon, va un tout petit peu à droite, ah, et un tout petit peu plus haut, ouais, là, parfait. Mais c'est délicieux, en fait. Qui n'a pas envie d'entendre ça de la part de son ou sa partenaire? C'est juste fantastique. Et quand on s'autorise cette liberté de parler, on se rend compte que c'est vachement plus excitant que de ne rien dire. Alors, au début, il peut y avoir une petite phase transitoire dans laquelle on se sent un peu inconfortable, un peu mal à l'aise,
et on a besoin d'apprivoiser comment parler. Ok. Une fois qu'on est libre, ça fait tellement de bien, en fait. Et ça change tout. Euh, pour les personnes qui ne parlent pas du tout. J'aime bien proposer, parce que c'est un grand fossé, en fait, entre on s'est jamais parlé, ça fait 20 ans qu'on fait l'amour comme ça sans se parler, et d'un coup se mettre à dire, est-ce que tu veux pas me lécher le clito? Enfin, c'est un peu, le fossé, il est énorme, en fait. Et du coup, moi, ce que j'aime bien proposer, c'est de pouvoir justement nommer ça. Dire, écoute, chérie, je me rends compte qu'on parle pas beaucoup de sexualité, et même que c'est difficile, en fait, pour moi de te dire ce dont j'ai envie. Est-ce que ça serait ok pour toi si j'essayais de te dire un peu plus ce dont j'ai envie ou ce qui se passe pour moi? Qui dit non à ça? Enfin, a priori, si on est en couple, c'est qu'on s'aime et qu'on a envie de se rendre heureux mutuellement et que on a envie d'avoir le mode d'emploi de l'autre, de savoir. Et du coup, ça fait du bien. Moi, j'aime bien cette phrase ou ce genre de questions. Ça permet de faire la transition, en fait, d'obtenir le consentement, finalement, d'une certaine manière, de l'autre personne pour se mettre à parler, pour essayer. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en pense que j'ai pas grand-chose à répondre à ça parce que ça tombe vraiment du bon sens. Je suis tout à fait en phase avec ce que tu partages. Je te remercie de le faire avec autant de fluidité, on va dire. Et c'est vrai, tu vois, je pense que en tant que partenaire, que ce soit pour moi ou je suis sûr pour ma femme, tu as envie de faire plaisir à l'autre, tu as envie de connaître son mode d'emploi. Et pour autant, d'une part ou de l'autre, tu peux t'en empêcher justement par gêne, par peur, par honte. Euh, et donc, euh, et donc c'est vraiment chouette que tu puisses désacraliser tout ça et Mmh. casser ces tabous hérités depuis. Peut-être que ouais, non, je sais pas. Je sais pas vraiment d'où vient tous ces conditionnements. J'imagine que les causes sont multiples. Je sais pas si tu as des enfants d'ailleurs. T'as des enfants? Non. Mmh. Comment est-ce que je pose une question un peu bizarre peut-être, mais comment est-ce que tu as une idée pour éviter justement à tes enfants, à mes enfants en l'occurrence, à mes filles, d'avoir ces conditionnements-là? Je pense en parler. En fait, déjà, utiliser les vrais mots quand on parle d'anatomie. C'est déjà là, en fait, tout petit, on a un coude, un genou, un nez et une zone en bas, une nénette, foufoune, un pipi. Enfin, c'est en fait pourquoi les autres parties de notre corps ont des vrais mots et celui-là, il en a pas. Déjà, on commence par ça, en fait. Euh, Ça peut nous gêner de mettre mal à l'aise, mais en fait, c'est nous les parents qui ramenons, enfin, c'est les adultes qui introduisons déjà à cet endroit-là l'idée que, ouh, il y a un truc un peu bizarre. Donc moi, j'aime encourager les parents à utiliser les vrais mots. Une vulve, un vagin, un pénis, des testicules, et de pouvoir dire, bah, déjà, tous les enfants ont tendance à se mettre la main dans la culotte, tripoter, se travailler à poil, enfin, ça, c'est assez normal. De dire, bah, c'est une zone qu'on a le droit d'explorer, celle dans sa chambre, dans son intimité. Euh, Pas parce que c'est mal ou c'est sale, mais parce que c'est intime et privé. Et puis leur fournir des ressources. Par exemple, j'ai coécrit avec ma mère le livre Mon corps m'appartient, intimité, respect, consentement, parlons-en, qui est destiné aux enfants à partir de 7 ans. Il y a d'autres petits livres qui sont écrits par d'autres auteurs, pour les plus petits encore. Finalement, l'éducation à la sexualité, à la communication, ça se fait des tout petits. Euh, On n'a pas besoin d'attendre qu'ils ont 13-15 ans pour avoir la conversation. C'est déjà bien trop tard de toute manière. Et puis, ce dont on va leur parler, c'est pas comment exprimer leur désir sexuel, mais c'est aussi, en fait, tu l'as peut-être compris maintenant, moi j'aime bien parler de mécanismes et de manière de fonctionner plutôt que de tel et tel et tel et tel euh, élément. Et exprimer ses désirs, on a dit tout à l'heure, c'est pas que le désir sexuel, c'est papa, j'ai envie de chocolat. Et en fait, là, on a le choix de dire ah bah non, t'as pas le droit, c'est pas l'heure du goûter, ou de dire ah ouais, c'est super bon le chocolat, t'as le droit de vouloir du chocolat. Ça veut pas dire qu'on leur donne du chocolat, mais de juste valider que le désir, il a le droit d'être là, en fait, et qu'il a le droit d'être exprimé. Et puis en plus, souvent, ils ont pas vraiment envie de chocolat, ils ont envie d'exprimer le désir de chocolat. Euh, J'aime bien faire cette distinction aussi, la distinction entre un désir et une demande.
Et nous, on a tendance à interpréter toute expression de désir comme une demande. Et en fait, c'est pas le cas. Parfois, dans le couple, on a envie juste de dire à notre partenaire, moi, très régulièrement, j'aime dire à mon partenaire qui m'excite et que j'ai envie de lui, que je le trouve beau, que j'aurais envie de lui faire ci et ça. Ça veut pas dire que j'ai envie de le faire sur le moment. Mais j'y pense. C'est à l'intérieur de moi. Et j'ai envie de lui dire. Et du coup, on a mis cette règle qu'il y a une différence entre l'expression d'un désir et l'expression d'une demande ou d'une proposition. Et donc, tout comme nous, dans notre intimité, on devrait pouvoir s'octroyer la liberté de dire oh, je te désire tellement quand tu sors de la douche et que t'es nu, je te trouve magnifique, sans que ça veuille dire viens te mettre à quatre pattes pour qu'on fasse l'amour. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc où tout de suite, quand on entend l'expression du désir de notre partenaire, à l'intérieur, on se dit oh, il faut que je fasse quelque chose. Mais en fait, non. Et c'est la même chose avec les enfants. Les enfants, ils peuvent exprimer un désir. J'ai envie de chocolat, tout comme j'ai envie d'être Superman. Mais en fait, on n'a pas besoin de répondre au désir, on a juste besoin d'être avec le désir, de l'accueillir, de le valoriser. Ouais, ça serait trop bien d'être Superman. On n'est pas là en tant que parent à se dire ah là là, mais comment je veux faire pour qu'il devienne Superman? Non. Et en fait, c'est la même chose dans la sexualité entre adultes. Et on a besoin que notre partenaire puisse vouloir dire j'ai envie de faire ci, sans qu'à l'intérieur on se dise tout de suite, on clarifie est-ce que c'est un désir ou est-ce que c'est une demande? Et enseigner aux enfants à faire des demandes. Dire j'ai envie de chocolat, c'est pas la même chose que dire papa, est-ce que je peux avoir du chocolat, s'il te plaît? Et toi, tu réponds peut-être en dessert. Tu négocies le cadre, en fait. C'est la même chose. Ouais, j'adore vraiment tout ce que tu partages. Merci beaucoup, Margot. Ça m'évoque un dernier point. On a parlé de cette notion de dépolarisation. C'est-à-dire qu'on essaie de se conformer à une voie du milieu, à un modèle qu'on pense être le bon, à une recette, à une façon de faire l'amour. J'ai parlé tout à l'heure de la conception qu'on a de l'organisation d'une semaine, du concept des vacances, de l'équilibre vie pro, vie perso, de la personnalité normale et de la façon dont on devrait la vivre, des temps qui devraient être consacrés à l'intensité et ceux qui devraient l'être au repos. Tu vois, on a tout un tas de conditionnements vis-à-vis de tout ça et qui nous donne l'impression qu'il y a une espèce de voie du milieu qui serait la bonne voie. Et j'ai l'impression que dans la polarité homme-femme et notamment par tous les mouvements féministes qui défendent des valeurs initiales qui me semblent tout à fait vertueuses, on a peut-être aussi une perte de ce qu'est le masculin et de ce qu'est le féminin. Tu vois, à chercher l'égalité partout. Est-ce que tu n'as pas l'impression que justement on casse un petit peu cette dynamique de couple? Je vais donner une perspective pour étayer un peu mon propos. Dans mon couple avec ma femme, on a une vision un peu d'organisme. C'est-à-dire que on a chacun nos forces, nos faiblesses, nos passions, et puis on considère que en tant que couple, on essaie chacun de contribuer à l'unité conforme. En apportant ce qu'on peut et ce qu'on a envie d'apporter, en étant chacun un peu dans nos zones de génie. Donc on cherche pas l'équilibre. Il y a rien qui est équilibré dans notre couple. Mais par contre, chacun s'y épanouit et on essaie de faire rayonner notre famille, donc l'union qu'on crée ensemble. Et je dis pas ça pour nous vanter, mais j'ai l'impression que c'est enfin, en tout cas, moi, c'est la perception que j'ai aujourd'hui et c'est pas celle que j'ai toujours eue. À un moment, j'ai pensé qu'il fallait que les choses soient parfaitement égalitaires, que ceci, que cela. Donc voilà, je sais pas ce que ça t'évoque, cette place justement du masculin, du féminin et de cette évolution dans notre société aujourd'hui. Pour moi, tu as plein de concepts en même temps dans ce que tu viens de partager. Alors moi, je j'adhère pas tout à fait au discours autour de la polarité, le masculin, le féminin. Moi, ça me parle pas du tout. C'est pas comme ça que j'aborde les choses. J'aime considérer les humains en tant qu'êtres humains et je pense pas qu'on ait des polarités différentes en tant qu'homme ou en tant que femme, avec des rôles ou des choses qui nous épanouiraient plus l'un ou l'autre. C'est pas partie de ma philosophie. Par contre, la deuxième partie de ce que tu as dit avec on n'essaie pas que ce soit égal, ça j'adhère complètement. J'aime beaucoup le livre, j'ai oublié l'auteur, le mariage 80-80%, The 80-80 Marriage, je sais plus
qui a écrit ça, où il parle de la manière dont, idéalement, dans le mariage, c'est pas 50-50, parce que 50-50, on est tout le temps à faire nos comptes. Ah bah toi, t'as fait ci, du coup, moi, je fais ça, et puis du coup, mais de dire, on prend chacun 80% de responsabilité, et en fait, on contribue plus que, et on contribue tout ce qui est important pour nous, avec cette générosité radicale. On est ensemble, j'ai aimé le mot que tu as utilisé, on est un organisme, on fonctionne ensemble, on apporte chacun nos forces. Et c'est sûr, en fait, on ne fait pas les mêmes choses. Moi, je le distinguerai pas en tant que féminin, masculin, mais en tant qu'individu, que forcément, on n'apporte pas les mêmes choses. Et donc, c'est normal que ça soit pas égal. Il y en a un qui va apporter plus de quelque chose et l'autre plus de quelque chose. Et on va trouver notre place ensemble. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette idée que c'est pas égal, mais c'est juste et c'est harmonieux. Je Ouais, sais pas si j'ai répondu à ta Ouais, question, si, j'ai tout à fait. répondu que j'avais Et, moins en tête. mais oui, tu as raison, c'est pas forcément lié au masculin ou au féminin, mais ça affirme quand même une forme de polarité dans le couple et qui, à mon avis, crée une complémentarité plutôt qu'une une espèce de fusion qui est peut-être beaucoup plus mortifère, enfin qui, en tout cas, moi, m'apparaît plutôt mortifère. Donc, créer cette dynamique, cette différence, mais cette différence dynamique et positive, tant que les désirs, les besoins de l'autre sont écoutés, partagés, ça me semble être quelque chose de porteur de sens. Justement, on a pas mal parlé de la notion de sens. C'est sûr. Je te propose 2-3 questions pour terminer. Si on extrapole un petit peu, tu t'es quand même pas mal intéressé à l'humain dans son sens large. J'aime bien demander si tu as des petits hacks, des petites choses que tu utilises au quotidien et qui, selon toi, te permettent d'exprimer ton plein potentiel, de te sentir pleinement heureuse et en état d'intelligence. Dans la sexualité ou de manière Non, générale? de manière générale. Toi, dans ta vie, dans ton quotidien. Faire l'amour régulièrement. T'as vu comment j'ai fait ça? Trouver des petits moments d'intimité. Pour moi, je suis passée tout à l'heure pour rien d'ailleurs, mais c'est vraiment une manière de me connecter. On reprend d'où donc tu parlais des petits hacks que tu disais au quotidien pour exprimer ton plein potentiel, être heureuse et en état d'intelligence, et tu as parlé du fait de faire l'amour souvent et d'avoir beaucoup de moments intimes. Ouais, moi, je pense que c'est un des meilleurs hacks du monde, l'intimité et l'amour. Que ça soit en solo ou à deux d'ailleurs. On n'est pas obligé d'être en couple pour prendre soin de son énergie sexuelle. Mais on n'en a pas vraiment parlé aujourd'hui, mais je pense que l'énergie sexuelle, c'est une des énergies vitales les plus puissantes. Ça nous connecte à notre force, à notre créativité, à notre sentiment de bien-être, à notre place dans le monde quand on sent tout ça qui circule à l'intérieur de nous. Et donc, c'est vraiment pas pour moi un luxe, un truc que je fais quand j'ai du temps et que c'est voilà un bonus si jamais tout s'aligne. Pour moi, la sexualité, c'est une pratique spirituelle qui me permet de me relier à moi et à mon génie intérieur, en fait. C'est dans des moments comme ça où, en fait, je trouve que la méditation assise, c'est fantastique, mais il se passe pas grand-chose. Donc, méditer, c'est fantastique. J'ai aussi une pratique de méditation. Mais dans la sexualité, on a beaucoup parlé aujourd'hui de pratiquer la sexualité en pleine conscience, en méditation. Dans la sexualité, il se passe plein de choses, il y a plein d'énergie qui circule à l'intérieur de nous. Pour moi, c'est beaucoup plus puissant qu'une méditation assise où je suis toute seule. Il y a quelque chose qui bouge, qui circule, qui est puissant. Et de pas sous-estimer la puissance, en fait, de la sexualité et son potentiel ressourçant et connectant à cette vitalité. Pour moi, c'est vraiment un hack énorme. Et après, il y a une deuxième chose que j'avais envie de partager. Une chose que je travaille beaucoup avec les personnes que j'accompagne, c'est d'apprendre à rester présent avec les sensations intenses dans notre corps. On a besoin de ça pour le quotidien, quand tout est intense et qu'il y a 15 000 choses à gérer, et que les enfants hurlent et que rester présent et solide à l'intérieur avec les sensations intenses, c'est utile autant dans le quotidien que dans les moments de sexualité et de jouissance. J'ai plein de personnes qui me disent qu'elles ont du mal à avoir un orgasme ou à se laisser aller dans la sexualité de peur que les sensations les débordent, de peur d'être dépassées par toute cette intensité en fait. Et pour vivre le plein potentiel de la sexualité et de l'intimité, on a besoin d'avoir cette solidité intérieure pour
pouvoir vivre la plénitude de l'intensité de l'expérience. La meilleure manière dont j'encourage à explorer, de rester présent avec les sensations intenses, c'est, moi, ma manière préférée, mais il y en a plein d'autres, c'est le yoga. Mais pas n'importe quel yoga. En fait, souvent dans le yoga, flow, vinyasa, on va très vite, en fait. Moi, j'adore le yoga yin. Le yoga yin, je sais pas si tu connais, c'est un yoga dans lequel on reste très longtemps dans les postures et on n'est que dans la relaxation. Donc c'est vraiment pas, il y a beaucoup de gens qui utilisent le yoga comme du sport. Pour moi, le yoga, c'est pas du sport, c'est une pratique de connexion à soi. Et notamment le yoga yin, c'est on reste plusieurs minutes dans une posture d'étirement et on laisse la gravité et notre souffle nous accompagner dans cette posture. Et donc ça fait des sensations très intenses dans le corps. Et en fait, on bouge pas. On reste avec et on voit comment on peut se relâcher, se détendre autour de cette intensité. Pour moi, cette pratique-là, elle est vraiment transformatrice dans ma vie et dans la vie des personnes que j'accompagne. Elle aide vraiment à juste rester présente avec sérénité, avec ces sensations intenses à l'intérieur de nous. Ouais, sur cet aspect méditatif et pleine conscience, justement tout à l'heure, tu vois, je suis vraiment en phase avec cette idée selon laquelle le monde est tellement rapide aujourd'hui, la technologie va tellement vite, on est tellement sursollicité partout qu'on peut facilement traverser nos journées sans les voir passer. Et qu'en réalité, nos problèmes de sexualité, de ce que j'ai lu de ton partage, étaient en partie liés à ce manque de conscience dans nos actes de façon générale et dans la sexualité aussi. Mais tu vois, t'as parlé de la nourriture à certains moments, c'est pareil, tu vois, il y a plein de gens qui mangent le midi de façon distraite, sans même penser à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils ont dans leur assiette, en regardant à moitié la télé. Moi, quand je mange, je me régale et j'ai vraiment beaucoup de gratitude à la fois pour la nature qui a mis ces produits sur ma table, pour moi qui les ai cuisinés, pour la diversité de couleurs, de goûts, et je prends le temps d'apprécier ce que je mange. Et ça, je le précise parce que ça n'a pas toujours été le cas. On a parlé de la notion d'effort. Ça c'est des choix que tu fais et après qui deviennent des habitudes et ça devient facile. Mais il faut y prêter attention au début, de la même façon que ça va peut-être amuser comme parallèle, mais j'ai déjà dans mon exploration assez vaste des expériences et du monde, j'ai eu l'occasion de faire des voyages avec de la psilocybine ou avec de l'ayahuasca ou ce genre de substances exogènes, ou même avec le souffle des breathwork, mais ça rentre moins dans le contexte de ce que je vais dire. Et la psilocybine notamment m'a hyper connecté à mes sens. J'étais beaucoup plus conscient de l'air que je respirais, du grain de la voix d'une chanson que j'écoutais, des couleurs de l'environnement autour de moi, de la beauté du ciel. Et c'est comme si ça avait un petit peu ouvert de nouvelles voies neurales qui sont restées par la suite. Et donc maintenant, lorsque je me promène dehors, je vais prêter attention aux fleurs sur le chemin, alors que c'est des bêtes fleurs jaunes, tu vois. Mais je suis beaucoup plus conscient de mon environnement, de mes sens, de tout ce que je vis. Et j'ai une autre expérience comme ça qui a pas nécessité l'utilisation de médecine, comme on les appelle, qui est le yoga Tumo en Italie, où j'ai fait une assise justement de méditation. Il faisait -10 dehors avant le lever du soleil, assis sur la neige. Et donc, évidemment, t'as froid. Et puis, sur les 5 dernières minutes, il y a le soleil qui se lève derrière les montagnes. Et là, je peux te dire que tu savoures tout le bonheur et la gratitude qu'il y ait un soleil sur notre terre, qu'il existe, et la bonté de ses rayons, et à quel point il est beau, et il est chaud, et à quel point c'est agréable, tu vois. Et il y a un petit peu cette notion de contraste. Et tu vois, après, ça reste engrammé dans ta mémoire. Et maintenant, quand je vois le soleil, ça me ramène à ce souvenir. Et j'en prends vraiment toute la mesure. De la même façon qu'après, on a été faire une randonnée en raquette, mais en maillot de bain. Le fait d'être vulnérable, de pas avoir de vêtements, justement, donc d'être à nu, te propulse naturellement dans le moment présent. Tu es beaucoup moins dans tes pensées, peut-être parce que tu as froid, peut-être parce que tu sens le vent. Et donc, le fait de stimuler tes entrées sensorielles au niveau de la peau, ça connecte aussi celles liées à la vue, à l'odorat. Tu sens l'odeur des pins aux oreilles et tu écoutes les chants des oiseaux. Et voilà, et tout ça, c'est des petites
des petites expériences qui sont différentes, mais qui se sont interconnectées les unes les autres et qui ont vraiment métamorphosé la façon dont je vis mes journées. Et j'utilise je vis mes journées avec une emphase sur le mot vivre, parce que avant je l'ai traversé. Et parfois je l'ai terminé et je savais même pas ce qui s'était passé. J'avais l'impression d'avoir fait 1000 choses, mais si tu me demandais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu as préféré, est-ce que c'était une bonne journée, je sais pas. Et voilà, et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que tu partages sur le plan de la sexualité, mais même sur celui de la méditation ou du yoga, de ces postures, de ces sensations du corps, des questions que tu m'as posées tout à l'heure vis-à-vis de mon assis sur mon tabouret ergonomique. Et c'est un enseignement qui est beaucoup plus riche et vaste que le simple champ de la sexualité, même si le mot simple est réducteur, alors que tu nous as montré, et je t'en remercie, toute la richesse que ça peut receler. Et d'ailleurs, je vais conclure là-dessus pour cette partie qui est que j'en parlais avec mon ami JB Bourgeois sur comment est-ce qu'on pourrait avoir plus d'ambition pour notre vie sexuelle. Et je pense que tu as pleinement répondu à la question. Et c'est un sujet qu'on a pas mal abordé dans des notes audio l'un et l'autre pour y réfléchir. Et je pense que on avait vraiment besoin de la contribution d'une sexothérapeute telle que toi pour apporter des éclairages. Donc je te remercie pour tous ces enseignements que je vais m'empresser d'expérimenter dans ma vie de couple. Lui probablement de son côté, et peut-être des dizaines de milliers d'auditeurs, j'espère, et on pourra te faire un petit feedback après. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, tu as écrit des livres, tu consultes aussi, je ne sais pas si tu consultes en cabinet ou aussi à distance. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Alors j'ai écrit plusieurs livres. Celui qui va approfondir beaucoup de ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est l'intelligence intime, libérer votre désir et inventer votre sexualité, paru chez Robert Laffont. Et en septembre de cette année 2024, je publie le livre Les 5 langages sexuels, chez Robert Laffont aussi, qui parle des différentes approches de la sexualité, comme parfois on parle pas le même langage sexuel que notre partenaire. J'irai ça à découvrir. Sinon, moi je consulte en cabinet à Paris, mais j'ai une collaboratrice formée à mon approche qui prend les accompagnements par visio. J'ai aussi un programme en ligne qui s'appelle Créer une vie sexuelle sensationnelle, autant au sens waouh du terme, mais aussi au sens sensoriel, sensationnel. Je propose pour les femmes un programme de méditation intime, parce que souvent dans la pratique de méditation, on nous guide pas à ressentir notre sexe, nos seins, notre énergie sensuelle. Et donc, dans ces méditations, qui pour l'instant sont que pour les femmes, j'en ferai peut-être pour les hommes un jour, mais pour l'instant c'est pour les femmes, méditation intime. Donc voilà, je propose plein de choses. Je fais souvent des stages, des ateliers, enfin voilà, il y a plein de choses, plein de ressources qui sont possibles. En tout cas, si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Je partage plein de petits tips, petites idées, petits trucs. Donc, ce qui est sûr, c'est que, si je peux terminer sur une chose, c'est que j'ai vraiment la conviction que être épanoui dans l'intime, c'est possible pour tout le monde. Ouais, c'est un beau message. Je mettrai tous les liens liés de toute façon dans l'article qui va avec le podcast. Et puis j'ai une newsletter sur laquelle je partage un petit peu mes inspirations, mes expériences, mes réflexions. Et donc possiblement je ferai des petits feedbacks soit sur tes formations si j'en suis une, ou alors sur le livre. Je m'engage à lire celui sur les 5 langages de l'amour lorsqu'il sortira, et de faire un petit feedback justement dans cette newsletter. Est-ce qu'il y a un prochain invité que tu aimerais entendre sur Limitless Project? Est-ce que tu as déjà invité Gaël Baldassari? Gaël Baldassari, oui, tout à fait, de Kiffe ton cycle. Bon esprit. C'est souvent la première qui me vient en tête parce que j'adore collaborer avec elle. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui me viennent en tête spécifiquement? C'était ma première idée, j'adore Gaël. Après, en fait, mon grand problème, c'est que je lis beaucoup et j'échange beaucoup avec des Américains, mais pas avec énormément de Français.
Bon bah écoute, si une idée en Si tout cas ça me te vient en vient à tête, je te l'esprit, dirai. n'hésite pas à me l'envoyer. Je te remercie pour ces 2 heures avec moi, malgré les petites péripéties techniques. Mais étant donné qu'on a parlé un petit peu de volatilité, c'était une façon de se confronter au Voilà. réel. Un grand merci, Margot. Je pense que tu vois, on parlait de tabou au sein du couple, mais j'ai l'impression que c'est aussi un tabou sociétal, Mmh. que c'est des sujets qu'on aborde peu en public, dans des podcasts, à la radio ou dans des magazines. Et donc, toi, tu le fais avec beaucoup de bienveillance, mais aussi de liberté et d'authenticité, tu vois. Mmh. T'as pas peur des mots, t'as pas peur de dire ce que tu penses, et c'est extrêmement valorisable. Et je pense que une des raisons pour lesquelles on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a pas assez de gens comme toi qui osent partager ce que tu as partagé. Donc vraiment un immense merci pour ce temps et cette pédagogie. Avec plaisir. Ah si, j'ai une idée de personne, juste elle est moins présente en ligne, mais elle fait un petit peu, sur la question du psychotrauma. Je sais pas si tu as déjà fait des interviews là-dessus, mais je vais coécrire mon prochain livre avec elle. Donc vraiment, c'est quelqu'un que j'adore. C'est Pauline Martin-Chèvre, qui est psychothérapeute EMDR et qui travaille spécifiquement sur le psychotrauma. Et elle est vraiment fantastique. Donc voilà, si tu as envie de la découvrir, elle a une chaîne YouTube, un compte Insta aussi, des petites choses, mais elle est vraiment, vraiment géniale. Ok, bah j'irai voir ça avec grand plaisir. Je te remercie pour la recommandation, Margot, et je te souhaite une belle fin de journée. Avec grand plaisir, et merci de ce temps passé ensemble. Bonne journée à toi aussi. À bientôt, bye. À bientôt.